Bonjour et bienvenue sur la chaîne Azure Performance. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'entraînement cyclisme. Aujourd'hui, nous allons parler de planification. Comment organiser la saison d'entraînement, la saison de compétition d'un coursier qui pourra peut-être courir en passe ou en élite, ou la saison d'un cyclosportif qui s'orientera plutôt vers les grandes épreuves de masse comme la marmotte, les grands fonds d'eau ou l'étape du Tour. Vous êtes prêts? On est parti. Le meilleur moyen pour ne pas se perdre dans son entraînement et maximiser sa progression est d'écrire en amont votre plan de bataille. On envisage le long terme en définissant des objectifs, une compétition cible ou un kilométrage à atteindre pour un défi personnel, mais nous définissons aussi les besoins spécifiques pour l'atteinte de ces objectifs. Nous planifions les différentes étapes pour accéder à la maîtrise de ces besoins. Ces besoins spécifiques sont aussi nommés déterminants de la performance. C'est ce dont nous avons déjà parlé en décrivant une course en peloton par exemple. Assez fondamentaux, la construction d'une saison doit aussi tenir compte des concepts de l'entraînement dont nous avons parlé lors de la dernière vidéo. À ces fondamentaux, nous pourrions ajouter que l'architecte de cette préparation doit tenir compte de l'expérience et des capacités physiques du sportif. Par exemple, à partir d'une image précise de la cylindrée du cycliste, mis en comparaison avec les attentes de la performance, on peut déterminer assez facilement ce qui est atteignable. Gardez à l'esprit qu'une planification ou une programmation établie en début de saison est une ligne directrice qui permet de ne pas divaguer d'un axe d'entraînement vers un autre axe d'entraînement et parfois partir sur des chemins inutiles. Mais cette planification est adaptable quotidiennement. Nous vous rappelons que le cyclisme est un sport d'extérieur et la nature nous joue parfois des vilains tours. De manière très pratique, vous allez pouvoir envisager en tant que cycliste ou en tant qu'entraîneur, vous allez pouvoir envisager le court terme, le moyen terme et le long terme de votre séance. Bien sûr, le court terme, c'est la séance que vous allez réaliser peut-être cet après-midi ou demain matin. Le moyen terme, c'est ce qui va arriver, on va dire, dans 2 à 3 mois, dans le mésocycle à venir. À long terme, nous allons parler de la saison sportive à venir, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, est-ce que je vais faire un peu de cyclocross pour débuter mon année, enchaîner sur la route, peut-être un petit peu de piste, un petit peu de VTT selon vos spécialités. Mais aussi, dans un premier temps, nous allons parler de la carrière du cycliste, comment est-ce qu'elle va s'articuler d'année en année. Le but du jeu est vraiment de définir les objectifs de réalisation, comment je dois améliorer ma technique, mes capacités physiques. On peut même, notamment sur les capacités physiques, essayer de chiffrer cette progression. Et ensuite, on va pouvoir bien sûr définir des objectifs de performance. Une saison sportive s'organise autour de blocs ou cycles d'entraînement, mais nous pourrions imaginer l'étage supérieur dans un premier temps, la carrière sportive. Il nous semble important de faire cet aparté car trop souvent, des nouveaux venus dans le sport deviennent un peu des boulimiques dans l'entraînement avec des risques marqués pour la santé. Et par exemple, on se mettrait à faire du cyclisme et bornerait quasiment autant qu'un professionnel. Mais ça, malheureusement, ça ne tient pas très longtemps. Bien sûr, l'âge du pratiquant peut précipiter ces risques. Ou trop jeune ou trop vieux, peut-être qu'on va développer certaines pathologies ou une fatigue anormale. Lorsqu'un entraîneur établit un plan de carrière, donc par définition sur du long terme, il pose les premières grandes étapes du sportif. De la même manière, le nouveau-né apprend à marcher, parler et raisonner, et bien, le jeune sportif s'engage dans une acquisition de différentes capacités très basiques, puis se spécialise dans un domaine athlétique avant de rechercher les performances dans ce domaine. Il n'est pas possible de connaître à l'avance la durée de ces 3 stades de développement. On a tous écho de cyclistes amateurs basculant dans les rangs professionnels très rapidement. Un des plus connus, par exemple, c'est Primož Roglič, qui à 22 ans débute le cyclisme, après 14 ans de saut à ski, et à 27 ans, il devient professionnel. Alors il devient professionnel, mais il reconnaît quand même que ses débuts dans les pelotons ont quand même été un petit peu compliqués. Probablement parce que les 2 premières étapes de développement d'un cycliste, c'est-à-dire découvrir le cyclisme au sens large et après se spécialiser dans le cyclisme sur route avec toutes ses spécificités, dont rouler en peloton, tout ça, ça a dû être un petit peu réduit pour lui. Bailey a travaillé au développement sur du long terme chez le sportif, avec des termes assez explicites. La première chose pour le sportif, c'est acquérir des aptitudes qu'il appelle
fondamentale, c'est-à-dire qu'on mêle le jeu et la découverte de l'activité physique. Pardon. Dans un second temps, on s'entraîne à s'entraîner. On découvre les différentes modalités pour progresser. Ensuite, on va s'entraîner à concourir. On commence à découvrir la compétition, on met ses premiers dossards. Enfin, on s'entraîne pour s'entraîner. Mais dans la réalité des faits, à certains niveaux, lorsqu'on dit qu'on s'entraîne pour performer, bien sûr, on va s'entraîner pour gagner à son niveau de pratique actuel, mais souvent, c'est aussi s'entraîner pour progresser et acquérir les capacités pour un niveau supérieur de pratique. C'est-à-dire qu'en minime, je m'entraîne pour préparer déjà les années cadettes. En cadet, je m'entraîne déjà pour préparer les années seniors, les années juniors et seniors, pardon. Dans tous les cas, il me semble qu'il ne faut pas chercher à aller plus vite que la musique. Chaque cycliste a sa vitesse de développement malgré des catégories qui sont figées par rapport à un âge. Tous les sportifs ont des développements, des fois précoces, des fois un petit peu plus tardifs. Ne cherchons pas à surclasser les cyclistes très performants. Et surtout, restons souples avec les jeunes cyclistes, restons souples sur le volume d'entraînement, mais aussi sur le calendrier de compétition. L'entraînement tend souvent à se concentrer sur une finalité, et plutôt que sur le processus de développement. Quand on sait que seulement 30% des juniors vont passer en catégorie senior, il faut se poser les bonnes questions lorsqu'on est entraîneur. Passons maintenant à l'étage inférieur. Nous avons parlé de la carrière sportive, maintenant on va descendre à la saison sportive. On imagine, on est au mois d'octobre, novembre, on vient de terminer notre saison, peut-être qu'on est en pleine saison de cyclocross, ou qu'on fait encore un petit peu de piste, mais on va se projeter sur l'année à venir. Il va y avoir une certaine réflexion à mener. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des deadlines à respecter, des deadlines personnels. Peut-être que je suis salarié et j'ai des congés à poser, donc ça va peut-être m'aider à faire quelques courses un petit peu lointaines et un petit peu sympas. Mais je suis peut-être étudiant, j'ai une vie de famille, il va falloir s'adapter. Cette construction de la saison va aussi être marquée peut-être par des deadlines fédérales, parce qu'on est en catégorie jeune, on vise une qualification sur un championnat de France, ou peut-être pour les plus talentueux sur des collectifs équipes de France, aller sur des stages. Et donc là aussi, on va peut-être m'imposer dans mon comité départemental ou régional la participation à certaines courses. Enfin, il va y avoir bien sûr la logistique. Là, peut-être un petit peu plus pour les cyclocoursiers qui vont se projeter vers par exemple l'étape du Tour ou des grosses épreuves de masse, et peut-être même à l'étranger. Et là, bien sûr, la logistique entre poser ses congés, organiser le voyage, organiser le vélo, ou peut-être louer un vélo sur place, tout ça, ça demande une certaine réflexion. Pour les coursiers, le choix des compétitions de week-end en week-end est relativement simple parce qu'il est assez rare que les courses entre guillemets domestiques se retrouvent sold out, c'est-à-dire sans aucun dossard disponible. Par contre, pour les cyclo-coursiers, cette réflexion, elle ne se fait même pas en novembre-décembre ou octobre-novembre, comme je vous l'ai expliqué, mais elle se fait souvent bien plus tôt, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, quasiment à 12 mois, avec une échéance à 12 mois, on se dit ah tiens, il y a l'étape du Tour qui vient de passer, j'aimerais bien la faire l'année prochaine. Et tout de suite, je suis en train de scruter les dates d'ouverture des inscriptions, parce qu'aujourd'hui, les sports d'endurance deviennent vraiment des sports de masse, et le cyclisme en fait partie. Et très rapidement, les dossards disparaissent dès l'ouverture des inscriptions en ligne par les organisateurs. Donc il faut vraiment presque se projeter des fois à 16, 18, presque 24 mois pour pouvoir envisager de s'inscrire sur une compétition. On n'a même pas terminé sa saison, on est encore en plein dedans, qu'on envisage déjà ce qu'on va faire l'année suivante. Ça peut être particulièrement compliqué. Une fois que nous avons défini nos objectifs et un peu la chronologie de la saison, eh bien, nous allons pouvoir décomposer notre année en différents cycles. Pour chaque cycle, un objectif de développement pour une ou plusieurs qualités sera déterminé. L'entraîneur moderne a tendance à mixer la stimulation de qualités parfois très différentes sous forme d'une préparation dite holistique. Afin de brider l'envie irrépressible de développer un trop grand nombre de qualités en même temps, Issourine s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer de mettre en place une planification par bloc. C'est-à-dire qu'on ne développerait pendant une séquence d'entraînement qu'une seule qualité. L'idée, c'était d'avoir, en fin de compte, un objectif unique qui engendrerait un effet cumulé sur l'organisme assez important.
Ce que j'entends par effet cumulé, ce qu'on entend par effet cumulé, c'est l'addition de la fatigue de toutes ces séquences d'entraînement. Pour schématiser, c'est-à-dire que si je veux développer la PMA, la puissance maximale aérobie, je ne peux pas faire une seule séance pour obtenir des progrès. Il va falloir que j'ai une succession de séances de PMA au cours de mon bloc. Dans notre exemple de développement de la PMA, et en suivant les préceptes d'Issourine, ça sous-entend que je ne vais pas forcément revenir dans la saison sur le développement de cette qualité. J'y ai consacré du temps, je ne reviens pas dessus. Et là, le seul souci, c'est qu'on pourra avoir une érosion de la PMA. Et ça va être quand même assez variable. Selon l'histoire du cycliste, est-ce qu'on a un cycliste confirmé, est-ce qu'on a un novice? Selon la période de la saison, est-ce que les courses pourraient servir de rappel sur cette qualité de PMA? Et surtout, quelle qualité est développée à la suite du bloc PMA? La construction par bloc pour plus de lisibilité dans l'avant-saison, ça c'est entendu. La mixité des séances d'endurance et d'intensité pour une meilleure progression l'est aussi. Malgré tout, il y a quelques décennies, les entraîneurs de la majorité des sports construisaient leur périodisation de manière un petit peu archaïque, hein. C'était une base foncière avec des efforts longs de faible intensité sans aucun effort violent. Par exemple, souvenez-vous de ces longues semaines à pédaler sur le petit plateau pour brider l'effort. Et puis, une fois que ça s'était calé, on passait sur une période d'effort intense à l'approche des compétitions. Il s'agissait bien de deux périodes bien distinctes. On pensait que l'organisme ne pouvait pas résister aux efforts répétés et intenses sans une grosse dose d'endurance. Euh, dans l'idée, hein, c'était on apprend à marcher bien avant d'apprendre à courir. Certains entraîneurs, et là-dessus souvent les entraîneurs de natation étaient un petit peu précurseurs par rapport aux entraîneurs de cyclisme, certains entraîneurs, comme Philippe Lucas, comme Arroyo Toledo, ont renversé la démarche et ont accepté de mettre très rapidement des efforts intenses dès le début de la préparation de leurs nageurs. Alors la natation, je peux en parler en connaissance de cause, c'est quand même un sport assez complexe, mêlant et technique et physique. Et la technique de prise d'eau, de glisse, ne peut être acquise, ne peut être ressentie que si on nage à une certaine vitesse. Donc très rapidement, il faut que le nageur, on lui demande de nager un petit peu vite pour ressentir l'appui de son corps dans l'eau, l'appui de ses bras, de ses mains, l'appui de son corps qui glisse. Donc Philippe Lucas, très rapidement et très naturellement, s'est dit, il faut que j'intègre, malgré la technique, malgré l'endurance, des segments nagés très vite. Et c'est quelque chose qui s'est répandu un peu comme une traînée de poudre vers l'athlétisme, le triathlon et le cyclisme, bien entendu. Typiquement dans le cyclisme, avant que la période compétitive approche, eh bien, ce serait un mélange subtil de sorties longues, ce qu'on appelle les LDST, Long Distance Slow Training, d'accord, des efforts de longue distance et de basse intensité, parce que bien, le cyclisme, c'est un sport d'endurance, ça doit se travailler. Mais malgré tout, on va quand même intégrer régulièrement dans la semaine d'entraînement des efforts intenses, courts mais intenses, pour stimuler la cylindrée du moteur du cyclisme. Et en complément, peut-être qu'on va pouvoir aussi, si on a le temps, si on a la possibilité, intégrer des exercices qui vont permettre de développer la qualité du pédalage avec des exercices ou d'hyperforce, donc on va ralentir la cadence, ou de vélocité, d'hypervélocité, on va chercher à tourner très rapidement les jambes. Ce qui serait un petit peu l'exercice dit technique. On peut imaginer le footballeur qui apprend à courir vite, mais le footballeur aussi qui apprend à faire des belles passes, des beaux contrôles, des jolis tirs. Eh ben, ce travail technique chez le cycliste, ce serait celui-là, améliorer la qualité de son pédalage. Là, je vous présente une petite infographie issue d'une étude d'Arroyo Toledo et de ses collaborateurs qui montre quand même le bien fondé de cette réflexion d'inversion de la préparation du sportif. Et là, il compare en haut la périodisation par bloc versus la périodisation inversée, donc c'est-à-dire qu'on met et de l'endurance et très rapidement de l'intensité. Et on s'est rendu compte que ces nageurs cobayes, ils avaient progressé bien plus rapidement avec cette préparation inversée. Donc c'est pas juste pour se dire on va travailler plusieurs choses en même temps. Il y a un gain physique chez le sportif en utilisant la périodisation inversée, en intégrant très rapidement ou des efforts musculaires ou des efforts intenses du point de vue cardiovasculaire en complément des efforts de longue durée. Au-delà de l'aspect physiologique pur et dur et du couplage endurance-intensité, cette manière de faire va induire une évolution dans la variation du volume d'entraînement sur la saison.
Ça va induire qu'on va faire beaucoup moins de kilomètres en hiver, en privilégiant des séances plus courtes, mais fatigantes. Les sorties longues resteront sur des durées contenues. Dans tous les cas, la météo nous laisse rarement le choix et nous amène à faire des sorties assez limitées. Ça ne sert à rien de perdre de l'énergie en tombant malade ou en risquant la chute. Mais lorsque le printemps revient, on va pouvoir intégrer des efforts bien plus longs qui vont être au moins égaux, voire supérieurs aux efforts de compétition. Et on va pouvoir intégrer aussi des efforts qui seront ou des compétitions de préparation ou des simulations de course avec des allures cibles. On peut imaginer des ascensions sur des puissances cibles qu'on a relevées durant l'hiver. Le concept de périodisation inversée ne va pas forcément à l'encontre d'une construction de l'année du sportif bloc après bloc. C'est Isorin qui fondait un petit peu sa philosophie de travail de cette manière-là. Pour lui, une année sportive, c'était un enchaînement de blocs, comme si on construisait un mur avec des parpaings, et chaque parpaing n'était que le moment du développement d'une seule et unique qualité. Pour lui, c'était pas très bien de mettre en concurrence des qualités, on risquait de casser les adaptations. Alors qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que mettre en concurrence les qualités pouvait justement permettre un développement encore plus important. Euh, pour revenir à cette périodisation inversée, à ce développement un petit peu holistique, un petit peu à 360 degrés, il va de soi quand même qu'on est obligé de poser des blocs. Par exemple, on peut imaginer un bloc de reprise sur lequel on va faire un petit peu de cyclocross, un petit peu de VTT, on va varier un petit peu les plaisirs sur le vélo. Dans un second temps, on va rentrer sur un bloc vraiment de développement hivernal sur lequel on pourra mettre aussi un bloc un petit peu plus orienté PPG, un bloc peut-être un petit peu plus développé sur l'acquisition de force, l'amélioration du pédalage, puis rentrer sur un bloc de développement de la PMA, puis là on va avancer un petit peu plus dans la saison, il fera un peu meilleur, on va pouvoir allonger la durée des sorties, ça je vous l'ai déjà expliqué, et puis on va arriver sur un bloc pré-compétitif, où là on va essayer de se rapprocher des sensations de course, soit avec des courses d'entraînement, soit avec des simulations de compétition, et vous voyez, les travaux d'Issourine c'était un bloc, une qualité, nous on va travailler avec un bloc aussi, mais dans lequel on va travailler deux, trois choses en même temps, mais on va conserver ce concept de construction de séquence après séquence. On poursuit notre développement, on passe encore à l'étage inférieur, on arrive au mésocycle. Le mésocycle, c'est ce que j'appelais juste avant un bloc, d'accord? Un bloc hivernal, un bloc pré-compétitif, un bloc compétitif. Euh, Souvent aussi, on marie ça avec la notion temporelle de mois. C'est un peu le mois du sportif. Et il peut y avoir un bloc pré-compétitif, puis un bloc compétitif 1, un bloc compétitif 2, un bloc compétitif 3, d'accord? Ça se marie assez bien en cyclisme, ce format de mois du sportif. Euh, il faut bien imaginer que un bloc d'entraînement, ça va se composer de périodes de charge, c'est-à-dire des séances d'entraînement qui vont nous fatiguer, et de décharge, des périodes de récupération. Et il faut bien garder à l'esprit l'importance du repos dans l'entraînement. Si je ne fais que m'entraîner, je ne fais que me fatiguer. Et presque, on pourrait dire, je ne fais que régresser. Je baisse mes réserves énergétiques, je baisse un peu la qualité contractile de mes muscles, donc je vais pédaler un peu moins efficacement. Si je ne donne pas une période de repos, active et ou passive, eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à exprimer tous les progrès que j'aurai acquis grâce à mon entraînement. Donc lorsque je construis mon mésocycle, mon bloc, autant je vais définir les périodes de travail, les périodes d'entraînement, mais je vais aussi très rapidement définir les périodes de repos et définir aussi comment je vais récupérer. J'aime particulièrement l'organisation en 3 plus 1 pour un mésocycle, c'est-à-dire 3 semaines d'entraînement, une semaine de récupération. En définitive, c'est pas très innovant du point de vue planification, mais ça a l'avantage pratique de pouvoir se poser sur un mois calendaire. Ensuite, j'ai la chance d'entraîner pas mal d'athlètes féminines, pas mal de triathlètes, pas mal de cyclistes. Ainsi, je peux poser mes 3 semaines d'entraînement sur le cycle menstruel et je peux réserver la semaine de récupération sur la semaine de règles, qui est quand même une semaine un petit peu particulière du point de vue de la physiologie féminine. On va se pencher un petit peu plus sur le bloc de compétition, le mésocycle de compétition. Il faut garder en tête que lorsqu'on fait du cyclisme, on progresse avec un dossard. L'entraînement, c'est bien, ça permet de mettre beaucoup de choses en place, mais rien ne vaut la confrontation directe avec d'autres cyclistes. Après, il va convenir de faire quand même une distinction entre les coursiers sur des parcours un peu toniques type critérium, mais aussi les cyclistes au plus long cours
qui vont être un peu plus gestionnaires de leur effort pour durer, qui vont s'aligner sur une étape du tour, sur la marmotte, sur ce type d'épreuve. Euh, la préparation est différente, mais je ne trouve pas qu'il y ait un cycliste qui vaille plus le coup qu'un autre. Ce sont des courses, des concepts différents, mais qui méritent quand même une bonne réflexion sur la manière d'enchaîner les compétitions. Donc le coursier adepte un peu de critérium, il pourra utiliser assez facilement le calendrier des compétitions locales pour se créer des courses qui vont devenir un peu des entraînements. Si je suis un petit peu fatigué en accrochant un dossard, c'est pas grave, je le sais, je me suis bien entraîné dans la semaine ou le week-end avant. Si je suis pas à 100% de mes possibilités aujourd'hui, c'est pas grave. Ce sont des courses d'entraînement. Des courses d'entraînement que je vais pouvoir presque enchaîner de semaine en semaine ou de 15 jours en 15 jours selon les disponibilités, et donc pouvoir empiler, j'allais dire enquiller, mais empiler des compétitions à l'échelle de la saison. Par contre, à un moment, il va falloir quand même définir un bloc de compétition sur lequel on va souhaiter être en pleine possession de ses moyens. Donc comme je vous le présente, si j'ai enchaîné 2, 3 premières courses avec un petit peu d'écart pour bien les assimiler, je peux commencer à me programmer, notamment avec les ponts du mois de mai pour le cycliste sur route, des blocs de compétition préparatoires où j'ai presque enchaîné, on a presque la possibilité d'enchaîner selon comment tombent les jours fériés au mois de mai, avec le 8 mai, le 1er mai, le 8 mai, presque une course un dimanche, une course en milieu de semaine, une course le dimanche, encore une course en milieu de semaine parce que c'est férié, et encore une nouvelle course. C'est-à-dire faire 5 courses en 14 jours. Donc c'est extraordinaire, c'est même assez rare dans la saison. C'est presque un rythme de coursier professionnel qui va enchaîner par exemple avec les classiques belges au mois d'avril. Mais à l'issue de ces blocs de compétition préparatoires très denses, il faudra accepter de prendre quelques jours de récupération pour laisser remonter un peu tous les niveaux d'énergie dans notre organisme, laisser nos muscles se restructurer en vue, peut-être, du premier objectif ou de l'objectif de la saison. Ça peut être un championnat départemental, un championnat régional. Il n'y a que l'embarras du choix sur le calendrier FFC. Chaque sortie en compétition lors des épreuves de préparation doit être un moment pour progresser dans un domaine. Ça peut être par exemple participer à une épreuve avec un parcours qui vous est défavorable. De la bosse pour les sprinteurs à un parcours roulant pour les grimpeurs. Ça peut être aussi tout simplement travailler son placement. Tenir le peloton, mener le peloton, essayer de sortir selon ses aptitudes. Ça peut être aussi progresser sur le pilotage. Rouler proche dans les roues, accepter d'être au cœur du peloton, gérer au mieux les freinages et les relances. Et enfin, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est optimiser sa nutrition. Avant, pendant et après la course, on va peut-être se rendre compte que le sandwich jambon-beurre une demi-heure avant un critérium, c'est peut-être pas tout à fait la nutrition adaptée. Là, on va parler d'une population un petit peu différente, c'est le cyclo-sportif qui va s'aligner sur les grosses épreuves de masse. Le cyclo-sportif se prépare pour des compétitions roulées à des allures beaucoup plus souples. Mais par contre, elles sont régulièrement 1,5 fois à 3 fois plus longues qu'un critérium. Il n'est pas rare de dépasser les 150 km aujourd'hui sur une course cycliste. Sur une cyclo-sportive, l'impact musculaire reste très limité parce qu'il n'y a quasiment pas de violence très violente comme sur un critérium. La dynamique de course est tournée vers une organisation par petits trains, selon la vitesse moyenne envisagée sur la course, ça fait un peu des groupes de niveau. Mais par contre, l'impact énergétique, il n'est pas négligeable, parce qu'on va passer entre 3 et 6 heures sur la selle, ce qui nous fait entre 2000 et à peu près 5000 calories évaporées rien qu'en appuyant sur les pédales. L'organisation de la saison compétitive devient alors légèrement différente de celle d'un coursier, avec un espacement entre chaque compétition plus important. Il n'est pas rare que l'objectif de la saison soit programmé souvent début d'été, on peut penser à l'étape du Tour, dont je vous parle depuis le début de la vidéo, et donc le cyclo-sportif va disposer de 3 à 4 mois pour vraiment préparer son organisme et affiner sa préparation. Il doit être capable de se mettre à l'épreuve progressivement, en accord avec ce que la météo lui permet de faire lors des sorties longues à l'entraînement, puis lorsque le début du printemps s'installe, ça va lui permettre de réaliser les premiers efforts longs en compétition, et en allant chercher peu à peu des profils et des kilométrages similaires à l'objectif prioritaire de la saison. Comme le coursier, le cyclosportif doit rentabiliser chaque sortie en course. Avec son entraîneur, il va falloir par exemple valider la position sur le vélo. Lorsqu'on envisage de passer 3, 4, 5, 6 heures sur la selle, il faut que cette position soit 1. Confortable, 2. Permette un pédalage efficace. L'entraîneur doit aussi
Aider le cycliste à réfléchir à la stratégie nutritionnelle. Lorsqu'on va passer la journée à pédaler, il va falloir travailler sur l'approche de compétition, les jours précédant la compétition, comment faire une surcharge glucidique, quel est le petit déjeuner le plus adapté, et puis ensuite, bien toute la nutrition pendant la course. On ne s'alimente pas tout à fait de la même manière si les conditions sont bonnes, voire très chaudes, et si on a des conditions froides et humides. On aura peut-être là une alimentation plus chargée en calories, alors que sur une épreuve, par exemple sous la canicule, comme ça peut arriver durant l'été, eh bien il va peut-être falloir travailler un petit peu plus sur la boisson. Enfin, dernière chose, et ça c'est pour ceux qui ont la chance d'aller faire des compétitions un petit peu loin, à l'étranger, eh bien il va falloir valider la logistique. Lorsqu'on ne s'est jamais déplacé avec son vélo en avion, ça peut être toujours un petit stress. Avoir une compétition sur laquelle on se retrouve avec un peu les mêmes contraintes logistiques en amont permet de valider par exemple que la housse ou la valise pour transporter le vélo est parfaitement adaptée et évitera de la casse, notamment lors des chargements et déchargements à l'aéroport. On va passer sur une échelle de temps encore plus courte, c'est-à-dire le microcycle. Alors le microcycle, notamment chez le cycliste, ça peut être une semaine. Euh, Par expérience, chez le triathlète, la semaine, si on s'entraîne beaucoup, si on est un triathlète d'un assez bon niveau, ça ne suffit pas. On va plutôt se caler sur une organisation de 10 jours. Mais là, pour revenir au cyclisme, votre organisation de semaine, il va falloir se poser quelques questions. Déjà, combien d'entraînements par semaine vous pouvez poser? Et là, ça va être autant une question qui va amener une réponse logistique. J'ai du temps pour rouler une, 2, 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois dans la semaine. Et aussi un côté physique, physiologique, quelle va être ma capacité de récupération. Si j'ai de grandes possibilités de m'entraîner, mais j'ai une faible capacité de récupération, est-ce que ça vaut le coup de s'entraîner tous les jours? Pas sûr. Si je n'ai qu'un week-end pour m'entraîner, est-ce que envisager de faire une trop longue sortie le samedi ne va pas hypothéquer ma deuxième sortie de la semaine, mais qui est déjà la sortie du dimanche? Certes, après j'ai 5 jours pour récupérer, mais est-ce que ça vaudra le coup physiquement, physiologiquement? On va pouvoir aussi, non pas imaginer une routine qui tiendrait quasiment 12 mois sur 12, mais peut-être imaginer une routine hebdomadaire d'entraînement qui variera selon la période de l'année. L'hiver, les journées sont plus courtes, on aura peut-être un petit peu moins de possibilités d'aller s'entraîner, notamment en soirée, en semaine, alors qu'à partir du changement d'heure au mois de mars, d'un seul coup, eh bien, il y a des créneaux qui vont apparaître en semaine pour aller s'entraîner après 17 heures parce qu'il fait encore jour. Donc, n'imaginez pas forcément une routine hebdomadaire fixe que vous allez tenir de janvier à décembre, mais quelque chose qui sera évolutif, déjà selon vos disponibilités qui ne seront pas forcément les mêmes tout au long de l'année, mais aussi selon ce que la météo et le jour, la lumière du jour, va nous permettre de réaliser en vrai. Si je devais vous donner une règle, une simple règle à garder en tête pour créer votre routine d'entraînement chaque semaine, eh bien, c'est d'éviter d'enchaîner 2 séances d'affilée sur la même qualité. On imagine, vous roulez le lundi et le lundi et le mardi, vous fractionnez, vous mettez le compte sur du fractionné. Ou le lundi et le mardi, vous travaillez sur de la force. C'est pas forcément une idée très intelligente parce qu'il y a un moment, on surcharge l'organisme et au lieu d'avoir des progrès, on va plutôt stagner et peut-être même régresser parce qu'on va entrer dans un état de fatigue important ou peut-être même on va déclarer une pathologie, on va commencer à être blessé. Donc il me semble intéressant d'alterner les séquences de forte intensité et d'intensité beaucoup plus cool pour permettre à votre organisme de travailler sur des qualités différentes sans se marcher sur les pieds. Et après une séance dure, on va pouvoir utiliser une séance en endurance pour récupérer. Et une fois qu'on aura récupéré, on pourra se permettre de remettre une séance dure. Bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions juste en dessous en commentaire. J'essaierai d'y répondre très rapidement. Pensez aussi à mettre un petit pouce, à liker cette vidéo et pensez à la partager au plus grand nombre sur vos réseaux sociaux. Dans la prochaine vidéo, nous partirons sur un truc un petit peu plus pointu. On va parler monitoring de la charge d'entraînement et la progression de la charge d'entraînement entre les séances d'entraînement et les compétitions. À la prochaine, bon entraînement à tous.